De doux reliefs modélés par le temps, des forêts à perte de vue qui cachent de vastes étendues encore impénétrables. Une mer paisible mais aussi capricieuse et imprévisible. La Sardaigne dévoile à ses visiteurs un éventail de milieux naturels et inviolés qui suscitent des émotions fortes, dont seulement ceux qui aiment et apprécient vraiment cette nature fascinante peuvent jouir pleinement. La nature imposante des côtes sauvages s'harmonise parfaitement avec l'homme qui y vit depuis des siècles. Sous le soleil des étés torrides pendant un hiver court ravagé par le Mistral, dans la quiétude d'un printemps sans fin. C'est ça sa vie, bercée par le vent, le soleil et la mer. C'est en se promenant sur les plages blanches et infinies, ou le long des sentiers isolés, que l'on comprend qu'ici la main de l'homme a été plus lente qu'ailleurs, et qu'à plusieurs endroits sagement intacts, le temps s'est arrêté. Cette île, aux saveurs spéciales, s'étend sur une ligne côtière de quelques 1800 km. Ce qui plus est, elle prône une particularité que seulement peu d'îles au monde possèdent, à savoir la diversité côtière. D'autres îles, comme les îles tropicales et les terres océaniques, entourées par la mer, présentent à peu près les mêmes caractéristiques tout au long de leur profil côtier. La Sardaigne, en revanche, offre une grande diversité entre les zones côtières du nord et celles du sud, entre les plages de l'Orient et celles de l'Occident. La mosaïque côtière de la Sardaigne nous surprend par sa richesse. Remarquons tout d'abord sur les côtes à falaises la constitution des rochers, ainsi que la grande richesse de tonalité qui colore les parties émergentes de l'eau. Ces rochers sont aussi à l'origine des nuances infinies des fonds marins. Grâce à ces formations immergées dans les eaux cristallines et aux eaux fonds sablonneux, la mer se présente comme un spectre qui est illuminé par des couleurs intenses et uniques.
La végétation du périmètre côtier complète ce tableau d'un paysage émouvant, duquel il est difficile de détacher les yeux. À présent, ceux qui arrivent en Sardaigne visent surtout de jouir des délices que cette terre généreuse offre à ses visiteurs. Dans l'Antiquité, les premiers hommes qui ont mis pied sur l'île avaient pourtant des exigences bien différentes. Leur objectif principal était d'occuper des lieux sûrs, protégés d'éventuels ennemis, tout en cherchant des terres riches en ressources alimentaires qui leur garantiraient la survie. Comme c'est le cas de beaucoup de peuples anciens, l'origine des premiers habitants de la Sardaigne reste entourée de mystères et bercée par des légendes. Il en est de même pour l'histoire de leur vie quotidienne. Des traces évidentes démontrent la présence de quelques communautés antiques de chasseurs et de pasteurs dans plusieurs zones de l'île. Ils vivaient dans des villages de huttes et ils pratiquaient le culte qui remonte aux anciens habitants de la Babylonie, qui, par leur dispersion à travers le monde, ont transféré leurs croyances religieuses à d'autres peuples. Citons entre autres le culte de Dieu Père, représenté par des menhirs ou bien des mégalithes phalliques dispersés sur le territoire, et le culte de la déesse mère, absorbé et pratiqué par quelques-unes parmi les religions les plus importantes, y compris par quelques branches de la chrétienté. Un développement important s'est manifesté il y a à peu près 3500 ans, lors de la construction des premiers édifices fortifiés. La structure particulièrement solide et bien protégée de ces constructions nous incite à penser que leurs habitants étaient constamment menacés, non seulement par ceux qui arrivaient par la mer pour saccager, mais aussi par leurs mêmes voisins. Au cours du temps, ces magnifiques habitations fortifiées se sont transformées en structures plus complexes. Malheureusement, il n'existe aucun document écrit de cette période. Les quelques informations dont nous disposons sont le fruit des légendes lointaines et d'histoires transmises oralement de génération en génération jusqu'à l'apparition de témoignages directs. Ces témoignages directs ont été rédigés en époque romaine, mais malheureusement, ils présentent un important désavantage, à savoir le décalage entre les événements et le moment de leur rédaction. Bien que ces sources écrites racontent la vie de ceux qui vivaient autrefois en Sardaigne, elles ne se révèlent que peu utiles à ceux qui recherchent une meilleure compréhension de la civilisation nuragique. Il subsiste quelques 7000 nuraghes en Sardaigne, et bien qu'ils se ressemblent par le même concept de construction, ils se distinguent par leur forme, leur dimension et leur état de conservation. Très souvent, ces imposantes tours en forme de cône tronqué sont simples et solitaires. Mais il y en a d'autres aussi, qui sont entourées de ruines de petites huttes, dans lesquelles vivaient les habitants du village.
Dans plusieurs nuraghi, une fois habités mais ensuite plongés dans la solitude et le silence, on a réentendu après des siècles l'écho des voix humaines, comme ils sont redevenus le cœur des centres habités. Malheureusement, les nuraghi qui ont été construits dans des zones moins accessibles et qui étaient employés comme tours de guette et d'observation, de nos jours ne sont qu'un tas de ruines. Plusieurs centaines de nuraghi ont néanmoins été extraordinairement bien conservés, et ils se dressent fièrement dans les vallées et les hauts plateaux de l'île. Le plus connu est sans doute le nuraghe de Barumini. Érigé dans la région fertile de la Marmilla, en province de Cagliari, il appartient au système nuragique connu comme le type polylobé, entouré de murs de protection, de remparts et de tours angulaires. Avec ses 4 tours, cet ensemble était une véritable forteresse qui exerçait probablement une influence considérable sur le territoire. Le nuraghe à Rubbio, c'est-à-dire le nuraghe rouge, doit son nom aux importantes qualités de basalte employées pour sa construction. Cette coloration vive est accentuée par d'innombrables touffes de mousse et de lichen qui recouvrent les pierres de la structure entière. Le nuraghe à Rubbio est non seulement le plus grand des nuraghi découverts jusqu'à présent en Sardaigne, mais aussi le seul du type à 5 lobes, vu qu'il est doté de 5 tours unies entre elles par un robuste mur de cintre. Quand nous examinons de près ces fascinantes traces du passé, nous devons forcément abandonner l'image classique que trop souvent nous avons de l'homme des cavernes, la massue à la main, et admettre que, dans ces lieux, il a fait preuve d'une grande habileté. Ces découvertes historiques démontrent en effet que l'homme depuis toujours a été doué de connaissances et de capacités extraordinaires. En direction du nord, en province de Sassari, aux alentours de Toralba, le nuraghi de Santo Antine évoque notre curiosité par la forme triangulaire du grand soubassement, au centre duquel s'érige le donjon, la grande tour qui à l'origine était construite sur 3 étages. Les couloirs qui reliaient les tours, grands et imposantes, ainsi que d'autres détails de cette magnifique construction, témoignent des capacités intellectuelles et architecturales du peuple nuragique. Dans la province d'Oristano, tout près d'Abbasanta, s'érige majestueusement le nuraghe Losa. Autour de la tour principale, à nouveau en forme de cône tronqué, il y a 3 autres tours, qui sont unies à la structure principale et qui déterminent la forme triangulaire de la construction. Ce modèle-ci se distingue d'autres constructions ayant un plan similaire par l'absence d'une cour interne, dont les autres nuraghi de ce type sont pourvus. Ces pierres entassées les unes sur les autres débordent depuis toujours de vie. Saison après saison, les grains et les pépins transportés par les oiseaux et par le vent ont pour des milliers d'années porté la vie à l'intérieur des tours. Ces dernières décennies, même des voix humaines font un nouveau écho entre cette mur solide.
orizzontale ma quello verticale. Anche le donne prendevano le pietre. Noi sardi abbiamo avuto origine dalla civiltà nuragica. Guarda, quello che posso dirti è che i nuragici erano sardi. In Sardegna abitavano già persone durante il periodo nuragico ed erano proprio originari della Sardegna. La civiltà nuragica est nata ed è stata... La civilisation nuragique est née ici. Elle s'est développée grâce à ceux qui ont vécu depuis des temps immémoriaux sur l'île Sardaigne. Mais comment vivaient-ils exactement? Ces hommes, ces femmes et ces enfants, comment étaient-ils faits? Quelle langue parlaient-ils? Les hypothèses et théories prolifèrent, les certitudes malheureusement sont rares. Aux alentours du village nuragique de Barumini, dans le parc Sardaigne en miniature, a été recréé un véritable village nuragique. Il s'agit bien sûr d'une reconstruction, bien que très vraisemblable, qui nous invite à nous imaginer comment se déroulait la vie entre ces grandes constructions de pierre qu'étaient les nuraghi. La vita all'interno dei nuraghi. Grand nombre de ces monuments, qui ont résisté depuis des millénaires, ont disparu à jamais. Impavis devant les intempéries, ils ont dû céder à la volonté de celui qui les avait créés, l'homme lui-même. Le 6 octobre 1820, le roi de Sardaigne, Carlo Emanuele, arrêta un décret stipulant que tout propriétaire pourra librement fermer par une haie, un mur ou une fosse n'importe quel terrain lui appartenant, pourvu qu'il n'est employé ni pour le pâturage ou le passage, ni comme fontaine ou abreuvoir. Cette loi, connue comme l'édit des clôtures, a signifié la fin de plusieurs nuraghi, vu que beaucoup de propriétaires les ont démolis pour employer leurs pierres pour la construction d'une clôture autour de leur terrain. D'autres monuments aussi ont dû disparaître pour que leurs pierres forment le soubassement massif de ce qui est encore aujourd'hui le plus important axe routier de la Sardaigne, la route nationale Carlo Felice. Malheureusement, la vie à l'intérieur des nuraghi reste donc mystérieuse. Ces tas de pierres amassées avec intelligence et ordre, invincibles et forts comme ceux qui les ont construits, garderont toujours leurs secrets. Ces géants de pierre parleront en silence de l'originelle civilisation nuragique, et tous ceux qui, fascinés, les observeront, comprendront que les nuraghi sont le symbole, la racine historique du peuple sarde. L'homme moderne a compris qu'il faut protéger tout ce qui nous lie au passé, et il fait par conséquent de grands efforts pour sauvegarder et transmettre la valeur de la mémoire historique. Les habitants de la Sardaigne sont fiers de leur identité régionale, de leur appartenance à la grande famille des peuples de Sardaigne, au-delà des différences sociales et culturelles relatives à leurs origines. N'oublions pas la langue et la culture sarde. Bien qu'unis par leur appartenance à cette grande et l'unique communauté insulaire, les Sardes s'expriment quand même de façon très différente entre eux. E te così ne va qua cosa? Tutto gorgio a me mi portavo. Che savorio questo, che savorio. Le sarde est une langue romane, issue directement du latin vulgaire. Bien que l'île ait été conquise à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens et plusieurs siècles après par les Carthaginois, le long processus de la formation de la langue des insulaires n'a débuté qu'en 238 avant Jésus-Christ, quand la conquête romaine mène à une importante diffusion du latin dans toute la Sardaigne.
Mauro, vai allegria, dai un bottigello. Peppe, a te mi siete dai noce, bene, vai di nuovo, Paguago. Aujourd'hui même, surtout dans les régions centrales, plus particulièrement aux alentours de Nuoro, la phonétique de la langue rappelle celle du latin. E quando andà a compilare, e si stato e famiglia, e no abbastenti riga, se podo si scritto tu. La période de 1300 à 1700 à peu près indique une nouvelle ère dans l'histoire de la Sardaigne. L'île a été tout d'abord conquise par les Catalans, ensuite par les Aragonais et enfin par les Espagnols. D'un point de vue linguistique, ces événements historiques ont profondément marqué la langue sarde. Le catalan se répandait dans les villes, plus particulièrement à Cagliari, tandis que dans les villages, on continuait à parler le sarde. Figu morisca, figu, pollia, si d'unia di frutta. Cette agréable langue chantante d'origine ibérique est encore conservée à D'Alghero, qui en effet se trouve juste en face de l'Espagne. 1100 francs. L'hanno fatto come una cosa fatta apposta, ma sa taglia all'altra. Dai che anche questa smugliezza vuol mangiare, dai. Amico che ha accapato un gol. Vedi? Ja vedi, da me stiamo in Francia. E al cesso un piesano. No, allora ci arriva pizza la birra. Bien que ses origines remontent à une période précédente, la ville ensoleillée d'Alghero est depuis 1353 entourée de hautes murailles. Les imposantes forteresses et la soi-disant ville rempart témoignent d'une époque où les Catalans et les Aragonais dominaient l'île. Beaucoup de siècles nous séparent de cette époque, mais même de nos jours, dans cette ville qui a adopté comme symbole le corail rouge, la langue et les traditions catalanes sont plus que jamais vivantes. L'alghè è una cosa che ti fa praieva l'alghè, non solo d'estivo, ma anche all'inverno. I vincoli tra l'Alghero e i paesi di lingua catalana sono molto stretti, forti e vivi. All'interno delle iniziative che abbiamo realizzato c'è questa biblioteca di opere in lingua catalana di autori catalani e quindi tutti questi libri che sono anche sono tutti libri di autori catalani. Les mémoires d'un peuple, inchangées par le temps, sont conservées dans l'antique et précieuse bibliothèque municipale. Nous aussi, nous sommes touchés par les sentiments sincères du poète Antonio Cao lorsqu'il chante « Lo país meu », « Mon pays », en définissant sa ville natale, une terre bénie de Dieu. Al Maitì, quando all'alba spunta il sole, mil color se dona all'alghemia. Un amor ses tuo, terra mia, chi t'avevo e te deixa il corridor. Tu ses la mare mia, o bella alghè, ta tenca des del corri, cada dia io prec per a tu, o terra mia. Grâce aux parents qui continuent à apprendre la langue catalane à leurs enfants, les expressions savoureuses d'Alghero seront toujours la preuve mélodieuse de l'histoire de ses citoyens. Toujours vers le versant occidental de l'île, mais cette fois-ci vers le sud, nous trouvons une autre grande enclave linguistique. Speriamo che anche ora bello tempo. Pigliamo qualche 2 o 3 pesci. Però ne conviene ci piglio salò invece da no. Sur la fascinante île de San Pietro, la langue tabarchine est toujours parlée, plus particulièrement par les habitants de la ville de Carloforte. Sur le ferry vers la petite île, nous évoquons les événements historiques qui ont mené vers ses côtes une petite communauté de pêcheurs, provenant de Pegli, un village de mer près de Gênes, en Ligurie. Tout a commencé lorsqu'en 1540, à peu près 500 habitants de Pegli débarquent sur l'île de Tabarque, en Tunisie.
Beaucoup d'entre eux pratiquaient la pêche ou la récolte du corail. Cette petite communauté italienne en Tunisie était en outre formée de quelques dizaines d'artisans, comme des menuisiers chevronnés, des maçons et des charpentiers, ainsi que d'un grand nombre de soldats. Le fort genois domine toujours le sommet de la petite île de Tabark. Longue de quelques 600 mètres et large de quelques 400 mètres, unie récemment à la côte continentale par un isthme artificiel. Quand les colons de Pellier se sont installés sur cette minuscule île tunisienne, ils y ont trouvé un milieu naturel et un climat très similaire à celui qu'ils avaient laissé en Ligurie, tout juste sur les rives opposées de la Méditerranée. Mais pourtant, la vie quotidienne et la culture locale berbère étaient néanmoins très différentes de leurs habitudes. Quelques générations plus tard, les enfants des premiers colons, désormais des Tabarquins, conscients de ces différences culturelles et exaspérés par les violentes invasions barbaresques, décidèrent en accord avec le roi Carlo Emanuele III de Savoie d'abandonner l'île pour aller peupler les régions désertes de son royaume. C'est ainsi qu'en 1738, les Tabarquins s'installèrent sur l'île de San Pietro, où ils ont continué à parler leur langue, le tabarquin, qui est composé d'un lexique surtout ligurien, mélangé avec des mots arabes et sardes. Siamo après a encontrar des difficultés meio grosse a pesca, enquanto que o abusivismo que fa qui, cioè nunca ci dei regole. Ma mattina. Sì, precisamente. E come lei sei Giuseppino? Come lei sei contro il lungo, proprio va a fare spesa, È uno che va. I nostri figli quando vanno in Tiluccoli non ne bevai fanno qua. Sì. Scusa. La mémoire de la ville tunisienne de Tabark vit toujours à Carloforte. Sur cette petite île sarde, presque 80% de la population parle encore couramment le tabarquin. Il est indispensable que ceux qui visitent la Sardaigne soient au courant de son histoire, pour qu'ils puissent apprécier les richesses de l'île dans toute leur ampleur. Sa position géographique extraordinaire, franchement si pauvrement exploitée par les Sartes, a depuis toujours attiré des peuples qui voulaient éteindre le cercle de leur pouvoir politique et commercial dans la Méditerranée. Par conséquent, l'île de Sardaigne est étroitement liée aux conquérants qui pendant des siècles l'ont assujettie, tout en l'enrichissant de culture et de traditions. Les événements et surtout les hommes qui ont vécu, qui ont dominé et changé l'île, ont laissé leurs empreintes. C'est en découvrant ces traces du passé que nous enrichissons notre existence. Elles nous invitent à réfléchir, à nous imaginer ce monde lointain où la Sardaigne jouissait d'un rôle, qu'elle n'a guère perdu d'ailleurs, de protagoniste au cœur de la Méditerranée.